Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la zone libre, vous commencez à connaître ce nouveau rendez-vous. Nous sommes avec Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors aujourd'hui, on rappelle que vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect. Directeur, j'aime bien. Directeur, oui, voilà, je vous ai identifié en tant que femme. Ça marche aussi, oui. Mais voilà, il ne faut pas, je vous ai mégenré. Faites attention, parce que ça peut glisser très vite. Ça va très très vite. Alors aujourd'hui, Juliette, vous voulez passer un coup de gueule, et c'est ça, on a l'impression que vous êtes venue vous plaindre. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la nouvelle série Netflix de la rentrée, Abaya. Elle n'en finit plus de déchaîner les passions de nos potes. Et comme aux heures de Game of Thrones et Breaking Bad, les gens sont parfaitement insupportables avec ceux qui n'ont tout simplement pas envie de regarder la télé. Mais t'as vu Astance ? Non, j'ai pas vu, j'étais au bar. Ah ok, mais t'as vu TPMP ? Non. Ok, mais t'as quand même vu l'uniforme et l'édito de Pascal Pro. Bah non, en fait, j'avais aquaponé sur Lac et j'ai tout simplement pas envie qu'on me raconte, c'est bon. Et quand je dis que j'ai pas envie qu'on me raconte, c'est pas parce que j'ai peur qu'on va me spoiler le dernier épisode, d'accord ? C'est juste que voilà, désolé, mais moi je le trouve assez fade ce feuilleton. Les aficionados sont complètement hystériques alors que les rebondissements sont totalement prévisibles à des kilomètres, on a du mal à s'attacher aux personnages et en plus les méchants ont un côté un peu benet et cuit d'huître qui rend l'intrigue parfaitement plate et sans complexité. Mais voilà, à mon grand malheur et à défaut d'avoir encore trouvé un mari riche, je suis bien obligée de faire mon travail pour satisfaire les exigences hallucinantes de Corentin et de toute la hiérarchie de Radio Coucou qui sont quand même plutôt sympathiques de me rémunérer pour dire des horreurs à longueur de chronique. Et donc j'ai bien été obligée, moi aussi, de m'y mettre à mater les épisodes de la super production Abaya. Ah bah oui, vous commencez à nous inquiéter Juliette, mais alors racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste ce feuilleton. Alors ça commence comme toute bonne série politique qui se respecte avec la présentation du héros, sorte de politicien sur la montante qui est prêt à tout pour gravir les marches du pouvoir. Un peu comme dans House of Cards, sauf que là, Frank Underwood, c'est un jeune mec de 34 ans qui s'appelle Gabriel, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur, et ça ne se passe pas aux États-Unis, mais dans un pays fictif qu'on appelle le Frankistan. Alors bon, autant dire qu'on comprend assez vite que l'éducation, lui, il s'en tamponne comme de l'an 40, vu que déjà, il y connaît rien, et surtout qu'il voit pas bien le problème, vu que lui, à l'école alsacienne, ça s'est vachement bien passé. Donc la première étape pour lui, c'est déjà de comprendre de quoi qu'il s'agit, que les pécores sont encore en train de gueuler et de se plaindre. Mais, même s'il n'a jamais vraiment appris un métier concret, ni mis les mains dans un début de cambouis, Gabriel a une qualité. Celle qui fait de lui un bon personnage principal, il est malin. Futé comme un renard et observateur, il a tout appris de ses mentors, des certains DSK et Benjamin Griveaux, qui eux ne sont plus dans la série à cause de petits problèmes de braguette intempestifs qui donneront, on l'espère, lieu à un préquel, mais on verra bien. Bref. Et donc, comme il est futé et qu'il renifle bien les pistes, dans la première scène du pilote, il annonce directement la couleur en enterrant vivant son prédécesseur, Pape. Alors pas littéralement, c'est pas une série gore, mais en prenant la décision fracassante d'interdire le port de l'abaya, sorte de gros sac mortuaire, dans les écoles, ce que Pape, lui, n'avait jamais eu le courage de faire. Le coup est magnifique, car en plus de passer pour un sublime chevalier sans peur auprès des bourgeois, Gabriel fait d'une pierre deux coups et la met totalement à son collègue Gérald en lui volant son buzz médiatique de la rentrée autour de la présidentielle qui retombe comme un soufflet sans levure. Alors, on a bien compris qui était le personnage principal, mais il y a d'autres protagonistes dans cette série. Évidemment, c'est là qu'on va découvrir toute une flopée de nouveaux personnages. Alors toujours à la sauce Netflix, là on transitionne plus sur un style Walking Dead. Donc on a justement l'armée de zombies avec leurs particularités. Ceux-ci se déplacent toujours en groupe. On les reconnaît principalement à leurs signes ostentatoires, basket Nike et jogging Adidas pour les mâles, long sac poubelle mortuaire disgracieux pour les femelles, et à leur dialecte assez approximatif qui pourrait rappeler une sorte de patois incompréhensible venu d'une contrée étrangère qui n'est malheureusement pas vraiment mentionnée dans l'intrigue. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Ok, quoi couper. wallahi jarul sax nga gaañ nit nii ab gaañ-gaañ parce que 40 000 mënul faj góom mu wér. Par
Parallèlement à l'armée de zombies, on a évidemment des groupes de survivants qui se sont montés en faction et qui tentent de prendre avantage de l'invasion des zombies et de la faim dans le monde pour tirer leur épingle du jeu. Là, on a quand même quelques personnages intéressants. Leur chef s'appelle Jean-Luc. Lui, c'est un peu Anakin qui a cédé au mauvais côté de la force. Il a renié toutes ses convictions pour s'attirer justement les faveurs de l'armée zombie en question, dont il voudrait bien se servir pour prendre le contrôle sur l'Empire. Du coup, voilà pourquoi en l'espace de quelques années, il est passé de ça... Parce que c'est obscène cette histoire de burqa. Ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Ah ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois, à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. Jean-Luc est donc le chef d'une petite faction de personnages tous plus vils et mesquins les uns que les autres. On ne parle pas de anti-héros là, hein. Non, vraiment des bonnes crapules qui tout au long des épisodes raquettent les plus faibles en prétextant vouloir sauver la planète pour ensuite tout revendre à l'armée des zombies en échange de leur soutien militaire dans les guerres de trône à venir. Pendant ce temps-là, à Winterfell, la reine Marine Le Pen s'est réfugiée dans son propre groupe de survivants pour tenter de continuer à garder les frontières du Nord contre les zombies, mais il faut le dire avec beaucoup de peine, malgré ses supplications aux Lannister qui eux étaient restés bien planqués dans leur palais de l'Élysée à King's Landing. Elle n'avait eu de cesse de les prévenir. L'hiver arrive, les zombies ont repéré nos failles et le mur va céder. Pour elle, interdire aux zombies femelles de porter leur gros sec mortuaire n'était déjà plus qu'une mesure désuète et digne du temps des anciens rois. Et puis d'ailleurs, l'interdiction du soc mortuaire, elle l'avait proposée il y a déjà des années. Aujourd'hui, au rythme où le mur s'effrite, les zombies pourraient bien arriver en tenue de citrouille, que ça n'aurait de toute façon plus aucune importance. Mais la reconstruction du mur coûtant cher et demandant un courage politique que le président du Frankistan n'avait plus vraiment, les Lannister avaient préféré laisser l'armée de zombies progresser au fil des années en envoyant épisodiquement leurs 2 dragons, un peu boiteux malades, puisque tristement Darmanis avait perdu son souffle ardent et Dupond-Moretti, ayant perdu la vue, n'arrêtait pas de se prendre le mur en pleine poire dès qu'il s'aventurait là-bas, ce qui faisait toujours beaucoup rire l'armée des zombies. Ah mais vous êtes un petit peu mauvaise langue quand même, Juliette. J'ai l'impression que ça a l'air quand même un peu plus palpitant que ce que vous dites. Ok, c'est vrai, vous avez pas tort. Et en plus d'ailleurs, dans un des épisodes, on rencontre un de mes personnages préférés, c'est le gros méchant, le vrai. Lui, on l'appelle Monsieur Bougata, et celui-là, il est redoutable du fait qu'il agit pas bêtement comme les benets nullissimes de la faction de Jean-Luc. Non, celui-ci, il calcule tout. Après avoir passé sa vie à comploter pour la Révolution dans des repères de zombies radicalisés des mosquées de Strasbourg, il parvient même à remporter une élection associative de bailleurs en présentant une liste exclusivement réservée aux morts-vivants et qui avait la particularité de ne présenter aucune femelle. Il reste toujours évidemment très fidèle au chef des zombies, le chef Ikyusen, et dans l'épisode suivant, par une facilité scénaristique commodément non expliquée par les réalisateurs, on retrouve Monsieur Bougata, déguisé en zombie mouton, alors invité à la cour du roi du Frankistan, où il doit s'entretenir avec le barde Hanouna au sujet de la mutation récente qui, soi-disant, donnerait aux zombies des capacités d'intégration aux humains. Pour ce faire, il vient accompagné de sa fille zombie, vêtue de son gros sac mortuaire blanc qui faisait bien ressortir son teint pâle de mort-vivante entourée dans son linceul. À vrai dire, dans son désir constant d'inclusion, c'est bien la fille zombie que le barde Hanouna avait choisi d'inviter vraiment. Mais celle-ci étant en dessous de l'âge légal de la parole conventionnelle pour les femelles zombies, fixé à 75 ans, c'est son chaperon qui prendra l'initiative d'expliquer aux humains à quel point le sac mortuaire de sa fille n'était qu'un vêtement comme les autres et qu'il n'avait rien à voir avec la mort et que d'ailleurs, sa fille avait choisi de le porter toute seule. Ma fille décide d'avoir une tenue vestimentaire. Et tout à l'heure, j'entendais souvent que la République, la langue de la République française, c'est le français. Certaines personnes qui voudraient impérativement donner un sens religieux. Mais c'est qui décide de ce qui est religieux ou pas en République française ? Moi, c'est ma fille, je la défendrai. J'ai pas envie que ma fille, demain, elle vienne en pleurant. Elle l'a dit, elle s'habille comme elle veut. Ma fille, si un jour elle arrive en robe, parce que je n'aime pas le mot abaya. Pourquoi on parle que du mot abaya? On fait abaya. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Non, Dans la religion musulmane, il n'y a pas de vêtements dits religieux. D'accord?
Intimidé par le charismatique zombie, le barde Hanouna préfère envoyer son orchestre à la contradiction pour ne pas risquer de se mettre toute l'armée à dos. Comment réagirait l'intrigant Monsieur Bougata dans l'intimité de son caveau familial si sa fille zombie demandait un jour à porter des vêtements d'humain ? L'épisode ne nous le dit pas et nous laisse en suspense avec un zoom artistique sur les yeux de Monsieur Bougata où, comme si on l'avait pas vu venir, on devine finalement qu'il porte bien encore la marque du zombie dévoreur d'hommes et que toute cette histoire de mutation n'était qu'un affreux guet-apens. Et finalement, comme trop souvent dans les séries qui commencent bien, les derniers épisodes se terminent un peu en eau de boudin. Aïe, ça y est, je sens que ça se gâte. Cerné par les pressions zombies, les directives de King's Landing, les factions de survivants, les gardiens du Nord, le jeune Gabriel a une idée. Poussive, certes, mais une idée. Il va inventer un nouveau vêtement pour les humains et les zombies. Cet uniforme, censé unifier les espèces de ce monde post-apocalyptique et mettre fin aux guerres de royaumes, donne alors lieu à toute une mascarade de serrage de mains et de fausses alliances qui fait croire à tous les personnages humains, des Lannister à la Reine Marine, que la victoire est pour les humains et que la paix pourra enfin s'installer durablement. Seule la faction de Jean-Luc ne prend pas part aux célébrations, car eux servent encore et toujours leurs petits intérêts personnels, et seule la guerre peut les mener à bien. Mais, derrière le mur, dans les maquis révolutionnaires zombies, on rit à gorge déployée. L'armée, si petite soit-elle, a réussi à faire plier, à faire changer les habitudes humaines pour leur compte. La prochaine fois, ils trouveront simplement autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Jusqu'au jour J, dans la saison 5 peut-être, celui de l'avènement zombie et de la défaite définitive des humains, jusqu'au jour de la soumission. Oui, c'est vrai, c'est une série, c'est une saison d'une série qui pourrait s'appeler Soumission. Juliette Briens, merci. De ce sujet, on en a beaucoup parlé de la Baïa et notamment et puis cette trop, non ? Oui, peut-être beaucoup trop. Et puis après, on en parlait évidemment de l'uniforme. Vous êtes plutôt pour ou contre l'uniforme ? Vous ne savez pas ? Évidemment, j'ai toujours été pour l'uniforme. Oui, même avant. Bien sûr, mais bien avant tout ça, je veux dire, l'uniforme pour moi. C'est un excellent outil de gommage des disparités sociales visibles entre les élèves. C'est une mesure qui est d'ailleurs profondément de gauche, qui est profondément de gauche. Elle vient renforcer justement les valeurs républicaines de l'égalité et de la laïcité. Mais je suis contre, entre guillemets, l'imposer pour les mauvaises raisons. Oui. On parle de la Baïa, on parle pas de tous les collèges de France, on parle de quelques centaines de collèges. Ça représente, à tout casser, quelques milliers d'élèves. Donc, encore une fois, pour ces quelques milliers d'élèves, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire, puisque on n'est pas capable de vous contrôler, on n'est pas capable de vous faire respecter les règles, c'est tout le monde qui va changer. Voilà, on va faire changer leurs habitudes à tous les élèves de France. Parce que on est incapable de contrôler un groupe de 1000 gamins. Et ça, je trouve que dans le message, c'est assez inquiétant. Voilà pourquoi je dis ça. Et en plus, je trouve que toutes ces mesures sont de toute façon un peu hypocrites. Oui, parce que de toute manière, ce sont des gouvernements qui ont voté pour une immigration massive qui fait en sorte qu'il y ait cette abaya aujourd'hui. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est une façon de ne pas en parler, justement. On va pas parler de l'immigration, on donne ce geste fort, on fait semblant d'avoir une poigne, comme ça, comme je dis, on fait plaisir aux bourgeois qui ont peur, mais en fait, on fait rien, parce que le problème de souche, de fond, on va pas du tout aller le traiter. Et puis c'est un en même temps macronien, c'est-à-dire qu'on a eu Pape Ndiaye pendant un moment qui était justement plutôt wokiste, plutôt pro-immigration, puis là, on a un Gabriel Attal qui va justement contrebalancer, puis après, on en aura un autre. Enfin là, on a fait Blanquer, et c'est pareil sur tous les sujets, Ndiaye, que ça soit la Baïa ou même Attal. Le harcèlement scolaire. On a vu après le suicide de ce jeune, où il a immédiatement fait une conférence de presse, là où on sent qu'il prend le contre-pied absolu de Pape Ndiaye, mais c'est vrai pour la Baïa, c'est vrai que vous avez parlé, Juliette, de cet extrait de Touche pas à mon poste, où on voit vraiment c'est presque caricatural, et ça fait peur vraiment de voir cette fille complètement emprisonnée et qui n'a pas droit à la parole. Alors dans d'autres chaînes, on leur donne parfois la parole et c'est catastrophique. C'est ça. Mais c'est mélangé, on mélange le communautarisme et l'effondrement absolu du niveau scolaire, c'est-à-dire que ces gens ne savent même pas exprimer un simple mot.
Et parfois, on ne peut pas, on se rendait compte pendant l'émission que le journaliste ne pouvait pas communiquer avec ces gens. Alors parfois il y a des séquences assez bien faites, des séquences médiatiques où on voit une belle femme voilée qui explique, qui parle bien, et là ça marche. Oui, mais quand ils sont triés sur le volet, voilà, exactement. Et c'est vrai que là, donc la séquence dont vous parliez, dont tu as l'extrait, c'est sur Touche pas à mon poste, où c'est finalement le père qui parle, la fille ne dit rien, baisse les yeux, et on sent bien. Alors en tout cas que c'est une décision peut-être personnelle, mais qui vient d'une influence, en tout cas évidemment de sa communauté de l'Oumma musulmane. Totalement. Et quand effectivement hier Sandrine Rousseau a fait un tweet pour dire mais quand est-ce qu'on donne la parole aux intéressés, quoi, les femmes qui viennent en abaya, qu'est-ce qu'elles recherchent, qu'est-ce qu'elles veulent, pourquoi on les entend pas? Mais en fait, c'est ridicule parce qu'on les entend tout le temps. Le problème, c'est que quand on leur donne la parole en direct devant leur collège, le niveau d'expression est tellement catastrophique qu'ils n'arrivent pas littéralement à créer une phrase entière pour expliquer leurs revendications, si revendications il y a, ou pour s'en défendre justement. Et donc on a beau essayer de leur donner la parole, on n'a jamais... donc voilà, il faut vraiment... Et ce qui est plus inquiétant, c'est les profs qui se mettent en grève pour défendre la baya. Là, c'est beaucoup plus problématique quand même. Beaucoup plus, Et puis bon, toute cette jeunesse évidemment est sur TikTok, et puis on sait que en tout cas la communauté musulmane a bien compris qu'il fallait être sur TikTok pour influencer toute cette jeunesse. Mais ça, c'est de la France jusqu'en Indonésie. En Indonésie, où il y a une explosion de TikTok et puis de personnes qui se mettent en scène avec le voile. Et puis en 20, en 30 ans, il y a une explosion aussi du voile en Indonésie notamment. Merci Juliette Briens. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect.